Encore un sujet sur les tiers-lieux? Encore une tentative d'investigation de ces laboratoires du monde de demain? Bruno Casanova, un journaliste qui n'a jamais percé, finit par oser. Il enquête. Il enquête avec son nouveau camarade Théophile Darmon, ancien supply chain manager licencié pour raisons économiques. Les tiers-lieux. Pourquoi ce phénomène fascine? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Le tiers-lieu, symptôme d'une société en mutation. Les deux reporters, pas très habiles, interrogent. Le travail, l'utilité publique, l'engagement, le rôle sociétal, l'esthétique et l'ouverture à travers ces espaces, dit-on, des possibles. Une aventure pleine de rencontres, évidemment, d'expériences, évidemment, et d'analyses pas toujours pertinentes, évidemment. Un périple de lieu en lieu, l'Arête, la Fraternelle, la Tribu, la Californie, la Boxe et Univerco, un périple pour tenter de comprendre, trouver des réponses. 3 petits points. Tiers-lieu, une quête de sens, pour de vrai. Un podcast du réseau régional des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. En raison d'un trop grand nombre d'appels et parce que plus personne ne veut travailler, votre temps d'attente est estimé à 42 minutes et 15 secondes. Oh non, mais ça m'énerve, ça. Mais les gens veulent plus travailler. Les charges patronales étouffent les PME. On peut plus entreprendre dans ce pays. Ah mais c'est bon, t'as fini là. Parce que ça te plairait, toi, de bosser tes journées à 50 dans une grande salle, à parler au téléphone avec des gens énervés. Et puis d'ailleurs, c'était qui que t'avais au bout du fil en plus? Bah tu sais, je t'en avais parlé, là. J'ai commandé une valise autonome. C'est américain. Une quoi? Bah c'est une valise qui te suit, toute seule. T'as même pas besoin de la tirer, quoi. Il y a vraiment des entreprises qui fabriquent des trucs aussi inutiles, ça existe. Mais bienvenue au 21e siècle, Bruno Casanova. Il faut de l'innovation. En plus, ça crée de l'emploi. Ah oui, d'accord, parce que est-ce que le travail doit servir à produire des valises autonomes? Non, mais seulement c'est inutile, mais en plus c'est totalement nuisible pour tout le monde. Et puis, j'en parle pas pour l'environnement. Super, alors on fait quoi, monsieur le visionnaire? On arrête de produire pour produire, on redonne du sens au travail, on redonne du pouvoir d'agir aux travailleurs, ça serait pas mal quand même. Je vous le mets dans le même fichier. Oui, s'il vous plaît, ouais. Comme ça, je peux le renvoyer par mail. Donc ça vous est très utile, la tribu. Ah oui, bien sûr. Vous êtes juste à côté? Non, je suis en télétravail, moi, au bout de la rue, donc c'est mon annexe, si vous voulez. C'est le bureau annexe. Ouais, exactement. Ouais. Ça remplace les services généraux, on va dire. Un ultime moment à la tribu à Châteauneuf, Val-de-Bargy. La tribu Fab Lab, lieu de formation aux outils numériques, espace de travail partagé. Théophile et Bruno tentent toujours de comprendre les tiers-lieux, les imaginaires qu'ils diffusent, notamment sur la question du travail. Oui. Déjà, je ne sais pas quel est mon métier. Ça m'est arrivé parce que on s'est fait interviewer par les enfants de l'école et ils m'ont posé la question, je savais pas répondre. C'est là où je me suis rendu compte que c'est pas tant le métier ou le cadre. Moi, je viens de la culture et il y a 10 ou 15 ans, j'imaginais pas me dire que j'étais passionnée par mon métier s'il faisait pas partie de la culture. Mais en fait, le métier, pour le coup, technique que je fais est le même ici aujourd'hui que de ce que j'ai pu faire avant. Enfin, la passion, c'est pas si c'est la passion, mais c'est surtout que quand on y trouve un enjeu très fort et où on se dit, là, du coup, ça a un vrai sens que je fasse ça voisine au métier passion. Donc, je sais pas quel est mon métier, c'est pas de la passion, mais ça revient au même. Est-ce qu'il y a des routes que t'aimes Il y a des routes que je préfère. Au-dessus de Ville-Saint-Georges, la montée, la côte d'Urcy, là, tout ça, puis même le Curtil-Saint-Seine, voilà, c'est plus le Val-Suzon, le Vallée de Loup. Tiens, pose-moi la question. Et toi, Théophile, quelle route aimes-tu? La route nationale 66 aux États-Unis, tu vois. Ah oui. Ah oui. On me demande quelle route je préfère, je vais pas regarder à 20 km de chez moi, être au Fignon-les-Oies, quoi. La route que je préfère, quoi, tu vois. Mais parce que tu l'as déjà fait, Bah, évidemment, je l'ai fait en moto. Ah oui, non mais oui, en pardon. moto, je l'ai fait en décapotable, enfin ça se fait que comme ça d'ailleurs. Si tu le fais Ouais, avec une voiture normale, tu passes pour un con là-bas. Ouais. Tiens, c'est bien cette manière de consommer le tourisme, C'est pas consommer le tourisme, c'est Enfin, vivre la vie. tourisme, quoi. Ah, la vie, Oui. mais c'est pas du tout une vie qu'on t'a dit c'est pas avec des préceptes du grand capital. Non, c'est juste c'est la vie de rock'n'roll, quoi, tu vois. Ouais, mais le rock'n'roll, hein, c'est par la culture américaine. Ouais. Moi, je trouve que ça va être chiant cette conversation. Ouais. Ah bah écoute, c'est toi qui as voulu commencer. Hein.
Aurélie Charbonnier, vous êtes présidente de la tribu. C'est quoi le travail à la tribu ? Moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est administratif, gestion des projets en cours, partenariat, relations avec l'extérieur. David, lui, son côté, c'est vraiment tout le côté technique et la formation. Il est formateur et directeur technique, donc c'est lui qui va réparer les ordinateurs ou en tout cas installer les machines du Fab Lab, monter les ateliers, les formations et les animer. Laura est là en premier lieu en tant qu'agent de France Service. Elle accueille les personnes dans toute leur démarche. Elle est extrêmement à l'aise et rassurante là-dessus. C'est très bien. Et en même temps, elle a envie d'évoluer et nous, on l'intègre aussi parce que France Service, c'est pas l'amplitude totale des horaires d'ouverture de la tribu. Alors, c'est quoi le rapport au travail à la tribu ? On est dans le naturel, on est dans l'échange, on n'est pas dans une formalisation de toutes nos actions, de toutes nos horaires et de tout ce qu'on peut avoir connu les uns les autres dans d'autres entreprises. On est tous motivés et tous engagés, pour le coup, en tout cas avec une conscience professionnelle. Donc il n'y a pas de surcadre à poser là-dessus, on se fait tous confiance, chacun se gère et ça circule bien. Et quand on a besoin de se raccorder, on se dit ok, là on se voit, on se fait un point. C'est assez fluide en fait, assez naturel. J'ai un peu du mal à l'expliquer parce qu'on l'a jamais écrit ni formalisé et c'est tant mieux. Et c'est ça qui est agréable. Le travail dans une logique de production aujourd'hui n'apparaît plus adapté aux enjeux écologiques, sociétaux et humains. Dès lors, comment valoriser le lien social, la transition, les communs ? Est-ce que le mouvement des tiers-lieux n'est pas symptomatique des évolutions, de ces évolutions ? Et comment il s'en empare ? En ce qui nous concerne, au-delà de s'adapter, c'est le point de départ de notre action. C'est comment répondre à ces nouvelles problématiques-là, où là, pour le coup, nous, sur nos thématiques, on est sur les vraiment, selon moi, les très gros nouveaux enjeux de la société. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que même si on n'est pas principalement, nous, sur la transition écologique, en dehors de cette activité de revalorisation d'ordinateur, l'enjeu sociétal de la transformation des comportements de par les usages du numérique, pour moi, il est temps qu'on s'y attelle. Ah mais est-ce que justement, depuis que la tribu est arrivée, ça a changé quelque chose pour vous ? Pour ma part, non. Il n'y a pas des gens qui viennent spécialement un peu pour... Non, c'est plus, on essaye de communiquer par rapport à nos clients. Quand ils nous disent « Ah bah oui, mais je peux pas faire ça », on les envoie vers eux, plus dans ce sens-là. Mais c'est un service en plus de Châteauneuf, donc c'est très bien. On est pas beaucoup, donc si on s'entraide pas entre nous... Hein. Et alors, comment on réinvente le travail dans les tiers-lieux, concrètement ? Et est-ce qu'on le réinvente, vraiment ? Ah mais ça veut dire quoi, réinventer le travail ? On travaille ou on travaille pas, hein, c'est tout, non ? C'est pas parce qu'on a un tiers-lieu, qu'on a cette philosophie de vie que fatalement c'est comme ça que le travail fonctionne. Je suppose qu'il peut y avoir, on peut se déterminer tiers-lieu, avoir une proposition, un projet qui réponde aux enjeux et indispensable, etc. Et pour autant avoir une gestion des ressources humaines, je déteste ce mot, mais de la relation entre les personnes qui travaillent, tout aussi inintéressante, contre-productive et frustrante que dans d'autres entreprises classiques. Alors pourquoi pensez-vous que les tiers-lieux concentrent finalement des imaginaires sur de nouvelles manières de travailler ? Et qu'est-ce qui fait fantasmer dans les tiers-lieux, justement, sur cette notion de travail ? C'est comme tout, c'est pas parce que l'entreprise a l'air cool, parce qu'elle a une bonne com, que le travail est plus facile qu'ailleurs, et alors qu'une entreprise qui a l'air de rien parce qu'elle ne communique pas, pourrait avoir justement un environnement de travail très agréable et efficace. Parce que justement, ce qui peut pousser les gens au burn-out ou tout ça, c'est le fameux, quand on brandit le métier passion. C'est pas parce qu'on a un tiers-lieu qu'on évite le burn-out. On a pu le frôler, nous. Donc, justement, parce que ça porte sens, ça fait du sens, justement parce qu'on a plein de choses à mener, justement parce que le temps de créer une communauté, les premiers porteurs de projets sont en sous-effectif, concrètement, et qu'on veut aller au bout et qu'on veut aller vite, et puis, bien sûr, qu'on n'est pas à l'abri du burn-out.
mais pas pour les mêmes raisons que dans une entreprise de management classique où on n'est pas heureux au travail. C'est pas parce qu'on est heureux au travail qu'on évite le burn-out. Patrick Rapeau, bonjour. Oui, bien, bonjour. Vous êtes donc maire de la commune Châteauneuf-Val de Bargy. En quoi l'avènement des tiers-lieux comme celui-ci, la tribu, participe à dynamiser l'emploi localement ? Dans la mesure où on a quand même des familles avec des jeunes enfants, puisqu'on a une école qui a encore 76 élèves, donc ça veut dire que c'est des jeunes qui sont restés dans les communes environnantes, qui ont leur emploi sur le secteur, qui ont besoin de formation, qui ont aussi des enfants qui ont besoin de services numériques. Donc à partir de là, on peut apporter cette réponse-là. Mais vous qui êtes maire, vous êtes d'accord qu'il faut de la croissance, qu'il faut développer l'attractivité du territoire, et ça, je comprends pas. Moi, dans ma tête, ça passe par le secteur privé, pas par les tiers-lieux. En plus, les tiers-lieux, c'est biberonné aux subventions publiques. Du coup, en quoi favoriser davantage les tiers-lieux que les entreprises privées, notamment l'industrie Vous savez, dans le pire des réalités, il faut prendre le moins mal. Donc c'est vrai que si vous me dites que c'est biberonné avec de l'argent public, à la limite, ça pourrait se comprendre. Mais entre cette situation-là et ne plus rien avoir du tout, il vaut mieux encore prendre de ce qui peut nous aider. Donc c'est pour ça que tous les maires, on est toujours aux affûts des subventions publiques, on est toujours aux affûts de ce qui peut aider à développer un peu nos territoires. Le rôle d'un élu, on peut rester chez soi, c'est pas ça qui va dynamiser le territoire. Donc à partir de là, on se lance dans toutes les aventures possibles, et quand l'État donne des projets, donne des possibilités, c'est à nous d'y répondre, d'essayer de s'adapter, d'en tirer le meilleur parti, et aussi de faire rayonner ce qu'on peut arriver à faire avec. Et enfin, sur le tiers-lieu comme ici, est-ce que vous pensez que c'est adapté Vous avez répondu, je crois que c'est adapté aux métamorphoses du monde du travail. Si on suit bien la métamorphose du monde du travail, c'est-à-dire on ne veut plus de campagne, on ne veut plus de ruralité, on rase tout. On concentre tout dans le centre des villes, et suivant ceux qui percutent le mieux, soit ils restent au centre de la ville avec une belle situation, soit ils finissent en bidonville autour des périphéries. Nous, ce qu'on a fait comme pari, c'est que dans la ruralité profonde, qu'on appelle souvent et qu'on nomme le désert médical, le désert de tous les domaines, c'est de faire le pari qu'on peut vivre correctement, qu'on peut arriver à répondre aux métamorphoses du travail, qu'on peut ramener des petites entreprises, des petites industries, et pour ce faire et s'adapter aux nouvelles technologies, au numérique, à l'informatique, c'est d'être créatif et d'installer ces moyens-là ici. Et justement, le tiers-lieu répond exactement à ce qu'on attendait et à la métamorphose à venir. Là, on quitte Châteauneuf, Val de Bargy. Tiens, dommage, on n'aura eu ni la boulangerie ni le casino. Oui, tant pis pour eux. Après, moi, je pense que c'est quand même un des lieux où j'ai vu le plus d'enjeux palpables, autre que retisser du lien, redonner aux gens le pouvoir de faire. C'est un peu le moteur, quand même. Oui, d'accord. Mais bon, là, les gens, ils viennent avec un problème et on résout leur problème. Oui, la tribu, je dirais, répond quand même à un manque de services publics. C'est leur mission, c'est ce qu'ils font, on l'a vu. Mais j'ai aussi perçu une envie de redynamiser un territoire, de repenser la ruralité. Mais donc, d'après toi, Théophile, ce serait pas un tiers-lieu, la tribu? Je dirais que c'est un tiers-lieu en devenir. Si on prend les principes qu'on nous a un peu rabâchés, là, le tiers-lieu, c'est un espace du faire, c'est un espace des possibles. Je dirais que c'est un espace des possibles en devenir, et du coup, un tiers-lieu en devenir. Est-ce qu'un tiers-lieu ne doit pas toujours être en devenir? Ah ouais, mais attends, là, tu rentres dans des considérations philosophiques. Tu te rends compte que je suis en train de conduire, là, quand même. On verra peut-être ça autour d'une bière. Très bien, je te laisse te concentrer.
Oui ? Oui, non, j'ai pas le temps, là, je suis sur un dossier, là. Oui, c'est bon. J'ai pas le temps, je te dis. Est-ce qu'on travaille différemment dans un tiers-lieu ? C'est la question que se posent Théophile et Bruno. Réponse là où ça bosse, un endroit qui concentre salariés, auto-entrepreneurs, start-upers. C'est au Creusot, c'est à Univerco. Le rapport au travail à Univerco, ce qui lie les gens qui travaillent à Univerco, c'est le lieu. C'est que là, ils ont des collègues qui ne sont pas des collègues. Et c'est ce qui change aussi une forme de rapport au travail, parce que ça leur permet, il me semble, que quand tu travailles avec des personnes qui ne sont pas dans ton collectif de travail, d'être dans un autre collectif de travail qui apporte autre chose. C'est aussi ça que je voulais développer là. Pour bien travailler en collectif, on a besoin quand même d'avoir certaines compétences de savoir-faire relationnel, qui sont pouvoir écouter, pouvoir être ouvert d'esprit, pouvoir coopérer, etc. Et un espace ouvert, ça développe ces compétences-là. Et puis ça permet de développer des solidarités qu'on n'aurait peut-être pas dans un vrai collectif par des effets de compétition. Là aujourd'hui, on se file assez facilement nos outils, nos documents. Et puis ça permet aussi de voir ce qui se passe ailleurs en fait. Et ça, c'est toujours bon en fait dans le travail. La star des fauteuils, enfin des sièges, c'est forcément une chaise qui est roulante. Une chaise roulante, une vraie chaise de bureau, celle qu'on voit habituellement dans beaucoup d'espaces. Et là, hop, 1, 2, 3. C'est très bien, c'est très bien. Très agréable. Attends, je vais mettre un bureau pour voir. Hop. Et le bureau est magnifique. Enfin, le mobilier est vraiment très beau. Ça, je pense qu'il faut le dire. Franchement. Et en plus, il y a des petits éclairages. Ouais, non, mais tout est beau. Enfin, pour le coup, c'est. Je pense que c'est un des plus bels espaces de coworking que j'ai vu. Et j'en ai pas vu beaucoup, mais quand même. Enfin, celui-ci est vraiment magnifique. Sylvie de Jésus, fondatrice de Univerco. Alors, pourquoi les gens viennent travailler à Univerco et qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Pour certains, ils viennent chercher quand même un espace en dehors de chez eux pour pouvoir recevoir des clients. Pour d'autres, c'est aussi un espace, pour la plupart, notamment ceux qui sont dans l'open space, ils viennent chercher un espace où ils peuvent pas se sentir seuls, mais en même temps un espace où ils sont au calme. Autrement, ils vont au café. Et quel est le profil des travailleurs ? Mais il est très large, beaucoup plus large que ce que j'avais imaginé initialement d'ailleurs. Parce qu'effectivement, on a 2 commerçantes qui viennent là. Et là, c'était vraiment un profil que je n'avais pas imaginé initialement. Après, j'ai des personnes qui ont des activités plutôt dans le développement, bilan de compétences, développement personnel. J'ai une association avec un CESAD qui fait de l'accompagnement pour des enfants. Il y a des profils aussi, il y a une agence d'intérim, il y a une association d'aide à la création à l'entreprise. Et là, j'ai des personnes qui sont plutôt dans le numérique, start-up pour le coup. Là, j'ai deux, 3 entreprises comme ça là en ce moment. Et qu'est-ce que Univerco apporte de plus qu'un espace de coworking classique ? Je sais pas. Je pense que tous les espaces apportent des choses un peu différentes, mais parce que c'est lié aussi aux personnes qui sont là. Moi, je peux impulser des choses, je peux donner des conditions. Après, ce qui va s'y passer, ça va dépendre des gens qui sont là. Mais justement, du coup, parce que je disais espace de coworking classique, mais c'est quoi un espace de coworking ? Pour moi, un espace de coworking, c'est un espace où on partage et on mutualise déjà des espaces et des moyens, mais où on partage aussi des relations de travail. Et comment est-ce que vous prenez en compte les risques psychosociaux ? On dit risques psychosociaux ou stress au travail, c'est tous les risques qui sont liés aux relations de travail et qui ont un impact plutôt sur le psychisme, même si les causes, elles sont pas psychiques en fait. En tout cas, moi, j'ai une vision qui est en quoi l'organisation et le fonctionnement peut générer des risques psychosociaux. Donc, c'est facteur dans comment c'est organisé. Avoir un lieu qui est accessible à n'importe quel horaire, ça permet aussi de mieux adapter, par exemple, une conciliation de son temps de vie. Alors c'est un autre risque qui est celui du débordement. Donc parfois je peux être aussi vigilante à ça, dire aux personnes maintenant faut faire attention à pas déborder. L'autre prévention, c'est le fait justement de ne pas être isolé.
un des facteurs, c'est l'isolement au travail. Donc le fait de pouvoir discuter avec d'autres, de ne pas être seul, de pouvoir échanger aussi des fois sur quand on a des points de blocage ou des problématiques. Ça prévient. Voilà. Bonjour. Ça bosse pas du tout dans ce cas-là. Et qu'est-ce que les travailleurs apportent à Univerco, pardon. Oui, ils apportent ce qu'ils sont avec ce qu'ils souhaitent aussi y poser ou donner. On n'est pas au même stade de développement tous, donc certains nous donnent des conseils, on peut en donner aussi aux plus jeunes, aux plus jeunes entrepreneurs. Donc voilà, on apporte ça. Les travailleurs, est-ce qu'ils s'impliquent dans la gestion du lieu ? Non principalement, mais dans de la petite gestion, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quand je ne suis pas disponible, quand je ne suis pas là. Donc plutôt dans l'accueil et dans la gestion de l'espace, mais autrement pas plus finement, pas dans la gestion économique ou pas dans une gestion plus poussée ou plus importante. Est-ce qu'il existe une véritable alternative au salariat ? Pour une partie de la population, le salariat est la forme qui est adaptée. Parce qu'il y a besoin de la protection qu'apporte le salariat. Et puis, il y a une bonne partie de la population, quand on regarde aussi les besoins des gens aujourd'hui et ce qui les épanouit, sont plus sur des formes autres. On a de plus en plus de gens, et c'est d'ailleurs moi ce que je vois aussi beaucoup arriver ici, parce que ce sont souvent des personnes qui sont en reconversion, sont dans un autre rapport, justement dans le rapport contractuel, qui veulent plus de liberté, plus de flexibilité, plus choisir, même si c'est souvent aussi un leurre, parce que l'auto-entrepreneuriat, si on n'a pas conscience de tout ce que ça génère derrière, ça peut être casse-gueule, pas de retraite, si on n'a pas cotisé. Voilà, c'est facilitant pour développer de l'activité, c'est facilitant pour développer son activité, mais si on n'a pas une vraie démarche entrepreneuriale, ça peut être les salariés de demain pauvres, quoi. Donc nous sommes toujours à Univerco, nous partons d'Univerco, et du coup nous allons pouvoir avoir l'immense privilège de fermer le rideau de fer. Je pense que c'est fermé, là. Bravo, Bruno. Merci. Jérémy Pinto, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président délégué à l'innovation et l'enseignement supérieur de la communauté urbaine de Creusot-Monceau. Est-ce que Univerco et les tiers-lieux, de manière générale, constituent pour vous une réponse aux évolutions du travail, du monde du travail ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on est dans un territoire de ville de taille moyenne, où on le sait, ces territoires-là ont pu attirer pendant la crise sanitaire un certain nombre de personnes qui ont parti de métropoles ou de plus grandes villes, qui avaient besoin aussi de développer leur activité professionnelle. Ils ont pu le faire parfois en télétravail, c'est-à-dire en gardant leur emploi dans la métropole, mais en travaillant de chez eux. Et peut-être que c'est bien aussi parfois de travailler en dehors de chez soi, donc de trouver un point de chute comme ici. Mais aussi, peut-être de quitter leur emploi qu'ils avaient alors pour développer leurs propres activités. Et encore une fois, ils avaient aussi besoin de créer un réseau, tout simplement, et de faire des rencontres. Et encore une fois, ce type de lieu permet cela. Et est-ce que pour vous, Univerco est un tiers-lieu d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'un tiers-lieu pour vous ? Deuxième question corollaire. C'est un lieu qui permet potentiellement de se développer ce travail de coopération. Je pense que la notion de rencontre et de lien, elle est importante. Et ici, je la retrouve particulièrement. Évidemment, c'est du coworking, donc on peut avoir des travailleurs solos, mais aussi la capacité à faire naître des choses ensemble. Et comment la communauté de communes s'adapte, d'après vous, aux nouvelles formes de travail ? D'abord, elle s'y adapte parce qu'on porte un regard attentif à la diversification économique. Évidemment, ici, dans ce territoire, on a des politiques de soutien assez fortes en direction de l'industrie, puisque c'est plus de 40% de la richesse de ce territoire qui est à un niveau bien plus supérieur à celui de la moyenne nationale. Et du coup, c'est vrai que ça irrigue beaucoup de nos politiques. On a aussi le souhait, nous-mêmes, collectivités, de développer, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des tiers-lieux, mais en tout cas d'autres espaces un peu d'hybridation des activités. Je pense notamment à tout un travail qu'on est en train de conduire à travers l'émergence d'un technopôle, où là, l'enseignement supérieur, avec une école d'ingénieurs, avec des laboratoires de recherche,
avec des plateaux et des bureaux justement pour les entrepreneurs qui ont envie de développer des activités innovantes. Ils ont pu trouver d'ailleurs un premier espace ici de travail et demain peut-être dans ce technopôle. En tout cas, voilà, on a le souhait au niveau de la collectivité de s'appuyer à la fois sur des tiers-lieux qui sont portés de manière citoyenne par des entrepreneurs comme ici, à Univers & Co, mais aussi en portant, nous, directement des espaces de rencontres et d'hybridation d'activités pour continuer à aller plus loin, en particulier sur l'innovation. Nous étions donc au Creusot, nous sommes dans le train avec Théophile pour retourner à Dijon, ce qui rapproche la dynamique tiers-lieu Univers Co. C'est cette volonté aussi de ne pas se définir que sur une activité. J'ai l'impression, c'est un mouvement, le tiers-lieu, et là, en ce sens, on peut dire que c'est un tiers-lieu. Encore une fois, je suis toujours mal à l'aise avec le fait de dire ça c'est un tiers-lieu et ça c'en est pas un. Je pense que t'as mis le bout de doigt sur quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est effectivement le mouvement, c'est le processus. Et effectivement, on sent qu'il y a quand même un mouvement. Et c'est ça qui rend aussi le lieu, qui fait son identité et qui fait sa particularité, sa singularité, c'est que c'est pas juste un espace de coworking figé. Il y a quelque chose qui est en train de s'y passer, qui est en train d'évoluer, dont on ne sait pas véritablement où ça va aller. Voilà. Tiers-lieu. Une quête de sens pour de vrai. J'essaierai d'inventer l'amour. C'est Ottilie et Gwenaël. Voilà, on a fait une prise de son dans le gymnase en fait avant-hier. Okay. C'est pour ça qu'on entend le truc et on essaye de tuiler des morceaux entre eux, un morceau après l'autre. C'est un peu comme une histoire du coup, avec le téléphone qui sonne et une sonnerie téléchargeable. Bruno et Théophile cherchent des tiers-lieux qui réinventent le travail. Ultime sondage à la Fraternelle à Saint-Claude, une association qui fait avec des salariés et avec des bénévoles. Une association qui diffuse la culture, qui soutient les artistes qui les accompagnent. Une association qui pratique l'éducation populaire. Par rapport à d'autres cadres de travail, clairement, je pense qu'il est quand même mieux de travailler à la FRAT que dans certains autres endroits. Après, la question de la liberté, on est quand même très très soumis à la culture de l'appel à projet. Donc là, la liberté, elle est quand même un peu surveillée, on va dire. Bon voilà, même si on se reconnaît, hein, évidemment, dans les actions qu'on mène, hein, on répond pas à un appel à projet parce qu'il y a du fric. En fait, on a même un peu un fonctionnement inverse, c'est-à-dire que très souvent, on travaille sur des projets et ensuite, une fois qu'on a monté les projets, on se dit, bon, alors, comment on va financer et il y a tel appel à projet, voilà, ça rentre dans tel cadre, machin, tout ça, quoi. Oui, Théophile. Ouais, t'es où? Je suis vers l'église, j'ai interrogé des gens. C'était bien. L'église? L'église. Quand tu sors de la rue là? Faut monter. Non, tu vois, quand t'es fraternelle, t'as la mairie, tu remontes un peu là, t'as la mairie d'un côté et puis l'église de l'autre. C'est pas clair. Tu remontes à droite quand tu sors de la fraternelle en fait. Quand tu sors de la fraternelle, tu prends la rue à gauche. À gauche? Merde. Quand tu sors de la fraternelle, imaginons que tu es dans la fraternelle, oui. Tu sors, tu prends la première, tu prends à gauche, et après tu remontes et tu prends à droite. Ok, ça marche. Et puis du coup, moi je te rejoins sur la route. Ça marche. À tout de suite. Christophe Genot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de la Fraternelle. La Fraternelle, c'est un employeur. Ce sont des salariés. Qui sont-ils ? Nous sommes 14 salariés permanents, tous en CDI, tous et toutes en CDI. Une personne est à 90%. Autrement, tout le monde est aux 35 heures. Alors, c'est un groupe où il y a
Depuis récemment, il doit y avoir 7 hommes et 7 femmes, je crois. Après, il y a plusieurs personnes pour qui, en fait, la fraternelle est leur premier vrai emploi hors petit boulot, un emploi stable qui correspond à leur formation. Est-ce qu'on est sur de l'horizontalité? Comment sont prises les décisions? Comment la rémunération est-elle partagée? Il y a énormément de décisions qui sont prises de façon collégiale. On fonctionne en commission. C'est très, très, très rare que des décisions soient prises en comité restreint. En général, c'est pour des questions d'urgence. À poste égal, rémunération égale. Ça, c'est même pas négociable. Avec un niveau de rémunération qui est quand même vraiment faible. C'est les collègues qui s'arrangent entre elles et entre eux pour prendre leur congé, s'organiser parce que de fait, on est tellement au taquet en permanence que quand il y a une personne qui est absente, ça se sent. Quand il y en a 2 qui sont absentes en même temps, même si on a une certaine polyvalence, c'est compliqué. Évidemment, on est ouvert 361 jours par an, que le cinéma, pour le moment, fonctionne 7 jours sur 7. Et c'est parfois assez difficile de réunir tout le monde. Quel est l'héritage de la coopérative en matière d'organisation du travail? Ce que je veux dire, c'est est-ce que le travail appartient-il aux travailleurs? Ouais, c'est pas sûr, ça. Je sais pas trop. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que les personnes qui travaillent à la FRAT aiment leur métier, sont très impliquées dans l'activité de l'asso et de l'association et dans ces objectifs qu'on se fixe d'émancipation, de liberté d'expression, voilà quoi. Je crois que vraiment les personnes qui travaillent à la FRAT s'approprient, en tout cas, ce qu'elles font. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez la fraternelle? Non. Non, pas du tout? Comme ça? Bim? Il connaît pas. Il connaît pas? Non. Ah bah il t'a répondu. Je suis mauvais. Toi, t'es vachement meilleur, Bruno. Tu parais plus sympa que moi, toi, étrangement. Bah ouais, mais moi, ils veulent pas me répondre, les gens. Parce que pourtant, ils sentent que t'es comme eux. Ouais, et que je suis comme eux? Oui, t'es un peu de droite, quoi. Alors, si j'ai bien compris, votre lieu est géré par une association avec un bureau, un conseil d'administration et l'équipe salariée est coordonnée par un directeur. Vous venez de nous dire qu'il y avait quand même des emplois du temps qui étaient assez compliqués, plus potentiellement des risques psychosociaux. On dit souvent dans les tiers-lieux que ces lieux-là réinventent le travail. En quoi à la fraternelle, vous réinventez le travail? Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes un tiers-lieu? Parce que pour moi, c'est toujours pas clair. Pour ce qui est de la sécurité au travail, ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important ici. Donc on travaille régulièrement avec l'OPSAT sur le document unique parce qu'effectivement il y a plusieurs situations de danger au travail. Et puis après, il y a des questions de sécurité. C'est-à-dire que il y a un café, il y a un cinéma, c'est des lieux qui accueillent du public. Dans le café, il peut y avoir parfois des comportements qui sont plus que limites, voire menaçants, voire agressifs. Pareil au cinéma. Ensuite, alors après, tiers-lieu, on est un centre culturel, on est un lieu de vie. C'est très bien comme ça. On est vachement sollicité en ce moment sur des questions de tiers-lieu. Je vous avoue que franchement, je peux être le porte-parole, tout le monde s'en fout un peu, quoi. Dans l'exécution des tâches, dans l'accomplissement des objectifs communs, un travailleur à la fraternelle, c'est un travailleur libre de s'organiser, libre d'influer sur l'action globale de la structure. Non, je ne crois pas vraiment qu'on soit libre. Il y a quand même beaucoup de contraintes, et notamment, par exemple, les contraintes liées à l'activité, c'est-à-dire c'est du travail les jours fériés, c'est du travail de week-end, c'est du travail pendant les vacances scolaires. En fait, on travaille quand les autres ne travaillent pas, quoi, grosso modo. Moi, j'aime bien ce que j'entends, Christophe Genot, là. Parce qu'au final, est-ce que le travailleur n'a pas les droits, mais est-ce qu'il n'a pas aussi des devoirs, au final? Et c'est ce que j'entends. Droit, devoir,
il y a des devoirs clairs, très nets. C'est d'avoir une attitude de respect par rapport aux autres collègues. Ça, voilà, quoi. Ça, c'est un devoir, évidemment. Par rapport au public aussi. Ensuite, après, évidemment, d'essayer de faire le mieux possible son taf, quoi, hein, tout simplement. Ça, c'est des devoirs aussi. Mais il y a quand même, heureusement, encore dans ce pays, un droit du travail. Et on fera tout ce qu'on pourra pour maintenir le droit du travail et les droits des travailleurs. Et il n'y a pas que la retraite, il y a beaucoup d'autres choses. Est-ce que le son est bon, Bruno? Moi, c'est très très fort, quand je parle fort. Mais les gens parlent pas aussi près du micro que moi. C'est bizarre, c'est très très fort. Non, mais moi, après, j'ai une voix qui est pas très forte. Ah. J'ai une voix assez impressionnante, d'ailleurs. Bah non, si tu dis qu'elle est pas très forte. Oui, mais elle est impressionnante quand même. C'est ça qui est fort. Ah ouais, ça c'est fort. Ouais. Pascal Jeunesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fraternelle. En quoi la Fraternelle n'est pas un employeur comme les autres ? Et forcément, quand on est dans une association, et notamment comme une association La Fraternelle, on est forcément militant, ce qui amène à faire des heures supplémentaires et même voir du bénévolat non valorisé. Et quand un salarié est là le week-end pour se détendre, qu'il le veuille ou non, il travaille. Et même quand il est dans la rue, il croise des bénévoles qui le font travailler. Donc c'est forcément pas un employeur comme les autres. Du coup, Monsieur Jeunesse, j'ai entendu dire que dans les tiers-lieux, c'est ceux qui font qui décident. Est-ce que c'est le cas à la Fraternelle ? Pour tout ce qui est la programmation, c'est les salariés maintenant. Ça n'a pas toujours été, mais c'est les salariés. C'est le directeur qui est directeur artistique. Ils sont, en fait, c'est eux qui prennent les décisions pour tout ce qui est professionnel. Est-ce que vous êtes un tiers-lieu d'abord ? Si moi, ma définition d'un tiers-lieu, c'est un lieu partagé où se mélangent plusieurs compétences et plusieurs disciplines. On est devenu un centre culturel pluridisciplinaire. On reçoit des bénévoles, des salariés, des artistes salariés. Alors moi, je pense que oui. J'ai lu dans votre rapport d'activité, parce qu'on l'a épluché hier avec Bruno, que la Fraternelle pouvait compter sur un peu moins de 100 bénévoles. Et Christophe nous disait tout à l'heure que ça correspondait entre 2 et 3,5 ETP, ce qui est énorme. Est-ce que c'est pas un peu une main-d'œuvre gratuite, ça, les bénévoles ? Et est-ce que les bénévoles sont pas un peu jaloux aussi des salariés ? Moi, je dirais que c'est quelque chose de très complexe, mais en même temps, c'est une chance d'avoir des bénévoles. Ils amènent... Alors, des fois, ils sont déstabilisants, ils sont chiants, surtout pour les salariés. Ils sont exigeants. Chacun s'enrichit de la présence de l'autre. C'est-à-dire autant les salariés des bénévoles que les bénévoles des salariés. Et ça, c'est une chose qui est très compliquée à prendre. Et nous, on est un peu un club institutionnalisé, quoi, où il y a ce côté quand même encore de copinage entre les bénévoles et les salariés, qui est parfois très compliqué à gérer. Des fois, les réunions se font au bistrot et le directeur et moi, on apprend il y a des prises de décision presque qui se font au bistrot, quoi. Donc, non. Les réunions de chantier, ça se fait pas au bistrot. Pour finir sur une note un peu drôle. Alors Bruno, la Fraternelle ? Je dirais qu'on sent qu'ils sont bien ancrés dans la réalité sociale, qu'ils sont en phase avec des enjeux de territoire, notamment des publics exclus. L'essence et le moteur de ce lieu, on peut le dire, je crois que c'est l'éducation populaire. Oui, on peut aussi rappeler que la Fraternelle existait bien avant les tiers-lieux. Finalement, on n'a pas attendu les tiers-lieux pour faire de l'éducation populaire, pour retrouver de la convivialité ou retisser du lien. Les bars font ça depuis longtemps. Oui, d'accord. Les tiers-lieux ne réinventent pas l'eau chaude, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient la prétention de le faire, d'ailleurs. Et au contraire, je dirais qu'ils construisent autour d'expériences passées, issues des centres culturels, des friches culturelles, des MJC aussi, pour créer et déployer de nouveaux imaginaires. Oh, qu'est-ce que tu parles bien, mais oui, c'est vrai. Que ce soit d'ailleurs sur le rapport au travail ou à l'esthétique, sur l'engagement, sur l'ouverture aux autres, sur l'utilité publique, ou sur même comment faire contre-pouvoir. Moi, je crois que t'as tout dit, là, en fait. Ah bah oui, peut-être.
Cet épisode est dédié à la mémoire de Pascal Geneste, président de la Fraternelle, brutalement disparu pendant la production de ce podcast. Pour le moment, je ne crois pas qu'il y ait une maturité collective à l'échelle de la nation pour une décision collective de ce qui va être produit, comment, par qui, où, dans quels accords internationaux, etc. C'est quelque chose qu'il faut construire et qui, à mon avis, doit devenir le cœur de la mobilisation collective. Les tiers-lieux peuvent être des lieux de cet apprentissage progressif. Il y a des coopératives où ça s'apprend aussi, il y a des dissidences dans le service public où ça s'apprend aussi, mais c'est forcément un long apprentissage. Bernard Friot est sociologue et économiste, membre du Parti communiste, à l'origine du concept de salaire à vie, une voix qui porte. Les deux aventuriers étaient partis sur les routes avec l'idée que peut-être on réinventait le travail dans les tiers-lieux. Une fois revenus, Bruno et Théophile se rendent compte que pas vraiment. Quelle contribution apportent finalement les tiers-lieux à la condition des travailleurs ? C'est quoi le salaire à vie et en quoi ça diffère du revenu universel ou du revenu de base dont on entend beaucoup plus parler ? C'est le fait que le salaire soit un attribut de la personne et non pas de son poste de travail. Dans la fonction publique, il n'y a pas de chômage parce que le salaire est un attribut de la personne à travers sa qualification, ce qu'on appelle son grade. Si quelqu'un change de poste, il ne change pas de salaire. Pour changer de salaire, il faut changer de qualification. La retraite du régime général, c'est également le passage de la qualification du poste, quand on entre en retraite, à la qualification de la personne. Le DFGDF, la RATP, la SNCF, tous ces lieux-là sont des lieux de, comme on dit, de salariés à statut, c'est-à-dire dont le salaire est un attribut de la personne. Et la proposition, c'est tout simplement d'étendre à 100% ce droit au salaire comme attribut de la personne. Ça n'a rien à voir avec le revenu de base. Le revenu de base, c'est le droit à un chèque minimal qui n'est pas du tout un salaire, c'est un revenu qui nous reconnaît comme des êtres de besoin, alors que le salaire nous reconnaît comme en capacité, en responsabilité de la production. Et donc, il faut absolument sortir du capitalisme, donc sortir de notre aliénation en matière de travail, et donc, bien sûr, décider de la production, et donc avoir un salaire comme attribut de citoyenneté de 18 ans à notre mort. Alors, il y a un phénomène, Bernard Friot, qu'on observe aujourd'hui, qu'on peut nommer de bifurcation, qui implique notamment de nouvelles manières de travailler. On a le sentiment que les tiers-lieux, justement, ils cristallisent tous les imaginaires autour d'un travail qui serait réinventé. Mais est-ce qu'on peut réinventer le travail ? Et qu'est-ce que ça veut dire, réinventer le travail ? Ça veut dire décider. Alors, les tiers-lieux ont l'intérêt de regrouper, il n'y a pas que les tiers-lieux, il y a un tas de lieux de dissidence, disons, par rapport au travail capitaliste qui existent et qui sont intéressants, de regrouper des personnes qui sont décidées à maîtriser leur travail, qui sont décidées à ne travailler que selon leur déontologie, souvent qui ont abandonné un travail ancien, justement où ils étaient aliénés. Le mais, c'est que ça se situe en marge, et la marge, il faut absolument la dépasser, sinon elle sert le capitalisme au bout du compte. On sert de faire valoir, si on reste longtemps des dissidents marginaux. Et donc, l'enjeu de changer le travail, c'est de conquérir la maîtrise de la décision sur le travail dans toutes les entreprises, dans tous les services publics. C'est ça l'enjeu absolument central pour moi aujourd'hui. Alors, on va vous faire écouter un petit extrait de Christophe Genot, qui est le directeur de la Fraternelle à Saint-Claude, dans le Jura. Voilà. Quel est l'héritage de la coopérative en matière d'organisation du travail ? Ce que je veux dire, c'est est-ce que le travail appartient-il aux travailleurs ? Ouais, c'est pas sûr, ça.
je sais pas trop. Moi, ce que j'espère vraiment, c'est que les personnes qui travaillent à la FRAT aiment leur métier, sont très impliquées dans l'activité de l'asso et de l'association et dans ces objectifs qu'on se fixe d'émancipation, de liberté d'expression, voilà quoi. Je crois que vraiment les personnes qui travaillent à la FRAT s'approprient, en tout cas, ce qu'elles font. Ça vous donne envie de réagir ou pas à ce que vous entendez de Christophe Jonot, directeur de la Fraternelle à Saint-Claude? Oui, mais on est bien au cœur du débat. Hein. C'est effectivement de s'approprier le travail. Bon, alors l'hésitation de départ dans la réponse montre que les choses sont pas si simples, hein, parce qu'il y a toute une socialisation dès l'enfance à l'irresponsabilité en matière de travail, hein, et donc à ne pas décider, hein, au travail. On est à déléguer la décision à un employeur et à travers lui à un actionnaire, à un prêteur. Enfin, il y a une acceptation de la logique capitaliste que les lieux où se construit cette responsabilité soient des lieux de tâtonnement, d'hésitation. C'est tout à fait normal. Hein. Alors Bernard Friot, dans les tiers-lieux, on a entendu aussi, il y a des burn-out, il y a du stress de la part des travailleurs. Est-ce que le travail n'est pas de fait stressant, aliénant? Est-ce que ça change si celui-ci est exercé dans un tiers-lieu ou dans une entreprise à but lucratif ou non lucratif? Et en quoi ça change? Non, ça peut ne pas changer du tout si ce tiers-lieu est pris dans la concurrence. Bon, ce sera très difficile de sortir de la logique capitaliste et donc d'un travail aliéné. Ça veut dire quoi, travail aliéné? Ça veut dire que finalement, on reste dans la logique de l'accumulation de marchandises, dans une forme d'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit, parce qu'on est pris dans la nécessité d'être payé, d'avoir des ressources. Tant que nos ressources sont finalement liées à la performance de notre activité, il est sûr qu'il n'y aura pas de bifurcation, ni écologique, ni anthropologique. Alors, Monsieur Friot, là, c'est Théophile Darmon comme l'acteur. Dans les tiers-lieux, on dit œuvrer pour les communs. Comment on fait pour transformer la valeur sociale, l'utilité publique, en salaire? La question n'est pas de dire comment est-ce qu'on peut mieux évaluer l'utilité sociale de ce qui est produit pour modifier les salaires. Non, c'est l'inverse. C'est comment est-ce que nous pouvons commencer par poser le salaire comme seule avance nécessaire à la production, doter tous les majeurs d'un salaire, et à partir de ce droit-là, de décider ensemble de ce qui vaut. Dans les tiers-lieux, il y a des travailleurs, mais il y a aussi des bénévoles. Est-ce que la révolution concrète d'émancipation ne passe pas aussi par l'engagement de ces bénévoles? Oui, bien sûr, évidemment. Sauf qu'on ne fait pas une société avec des gens exemplaires. On fait une société avec des gens ordinaires. Et les gens ordinaires ont besoin d'un salaire. Ce bénévolat-là doit disparaître. Non pas la liberté et le bonheur de travailler selon sa déontologie, ça, il faut qu'on texte, ça s'étende à tout le monde, mais de le faire au prix d'une précarité absurde. Que de souvenirs, que de rires, que d'émotions. Finalement, cette quête de sens aura appris aux deux complices une chose essentielle, une chose qui les suivra tout au long de leur existence. Hé Bruno! Oui? Viens voir, j'ai reçu ma valise autonome! Ah, la valise autonome? Ah, vas-y, oui. Regarde! Ouais. Mais alors, comment ça marche, ce truc? On a une valise normale. Tu vois, avec une poignée classique. Ouais. Et j'ai un petit capteur que j'ai mis attaché à ma ceinture. Ah ouais, très bien. Comme ça. Et regarde, et il y a un petit moteur électrique. Et quand j'appuie dessus, elle me suit toute seule. Ouais. Regarde! C'est incroyable. T'as vu?
Ah non, mais c'est vrai que ça vaut le coup. Hein. Ça, c'est génial. C'est trop bien. Ah, je regrette pas mon achat. Hein. Tiers-lieu, une quête de sens pour de vrai. Une série de podcasts soutenus par la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Banque des Territoires et la communauté urbaine de Grand Besançon Métropole. Une production du réseau régional des tiers-lieux en Bourgogne-Franche-Comté. Coproduction Magnavox et Radio Dijon Campus. Réalisation Nicolas Debève et Aurélien Moulinet. Montage Aurélien Moulinet. Composition, habillage et mixage Elliot McLucky. Accompagnement artistique Lolita Huguenin. Voix générique Camille Foll.